Bonjour à tous. Alors ce soir, on va aborder le titre n'est pas très alléchant, mais vous allez voir, le contenu est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre très vite pourquoi. Rivalité ou complémentarité, et on va voir que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que, à première apparence, c'est pas difficile de voir que la problématique, c'est la rivalité. C'est rare qu'un homme ou une femme qui travaille aujourd'hui, qui a une vie de famille, ne sente pas quotidiennement la tension qui existe entre ces deux espaces, qui lui réclament à la fois une énergie, une modalité d'engagement, une responsabilité, tout à fait différentes et qui sont très prenantes l'une et l'autre. Pas difficile de voir que l'entreprise est devenue une réalité beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'il y a 100 ans, que la famille elle-même est devenue une réalité beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Pas simplement parce que dans l'entreprise, on est dans la mondialisation, et parce que dans la famille, on peut traverser des malheurs familiaux plus faciles et se retrouver en famille recomposée ou autre, mais aussi, et plus profondément, parce que le besoin qu'ont les personnes d'un côté comme de l'autre de l'attention d'autrui a considérablement augmenté. Aujourd'hui, un enfant, enfin là encore, reportez-vous 200 ans en arrière, l'attention personnelle qu'on portait à un enfant, ça n'allait pas chercher midi à 14h. Hein. Il fallait qu'il marche à peu près dans les clous. Il s'inscrivait dans la vie des adultes, mais on ne peut pas dire que, à part L'Incompris de Comencini, qui est un très très beau film là-dessus, les dialogues profonds et personnalisés entre parents et enfants n'étaient quand même pas quelque chose considéré comme une nécessité éducative. Et ça n'a pas donné que des idiots, des imbéciles, vous voyez, des dégénérés et des gens obtus. Aujourd'hui, c'est inconcevable, dès qu'on a des enfants, enfin, on voit très vite qu'il y a une attente de leur part de dialogue, de compréhension, qu'eux-mêmes portent des jugements sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait, beaucoup plus rapidement que ça n'a jamais été. Aujourd'hui, un enfant à 4-5 ans, il a des jugements, des questions, des doutes, et réciproquement. Voilà, et donc le travail, ne serait-ce que de connaissances réciproques dans la famille, est un chantier aujourd'hui que la plupart des jeunes parents d'ailleurs acceptent, mais qui est un chantier prenant. Voilà, et donc on voit très bien que, et l'entreprise c'est la même chose. La manière dont la mobilité du monde économique, sa complexité, voire sa violence, met à mal les individus, on le sait aujourd'hui à cause du coût des risques, ce qu'on appelle psychosociaux, oblige à beaucoup plus d'attention et de confiance des individus les uns envers les autres, parce que ce qu'ils ont à subir ensemble est souvent plus complexe et plus violent. Rien que sur ce terrain-là, c'est pas facile de savoir comment est-ce que je partage mon énergie. Parce qu'on a un capital de vie limité, donc on ne peut pas être à 100% de son énergie dans l'attention aux personnes dans l'entreprise, plus à 100% d'énergie, d'attention à la gestion des compétences et des process dans l'entreprise. C'est autre chose, la gestion d'un process, ce n'est pas les personnes. Et être à 100% dans l'attention que réclame chacun des membres de la famille, plus à 100% dans l'organisation de la famille. Encore, ça fait beaucoup. D'autant plus que l'un et l'autre sont aussi dépendants du fait qu'on est dans un monde et une société où le nombre de possibilités d'action a considérablement augmenté. Et donc, vous voyez, je dirais, une famille, elle passe sa vie à vivre avec des options à choix multiples, quoi. Là encore, il y a 200 ans, le petit déjeuner, c'était assez simple. Hein. C'était comme hier, quoi. Aujourd'hui, vous ouvrez le frigo ou les placards et vous voyez qu'il y a à peu près une vingtaine d'options de petit déjeuner selon les enfants, les moments de l'année, les besoins énergétiques. Enfin, c'est très impressionnant. Les vacances, c'est la même chose, les activités, c'est la même chose. Et vous avez des mamans multifonctionnelles qui se déplacent à haute vitesse pour passer d'un endroit où l'un fait du piano, puis l'autre où il fait du tennis, puis l'autre va voir l'orthophoniste. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de vie quand même beaucoup, beaucoup plus compliquée. Donc, rien que ça crée sur le plan de la vie quotidienne une certaine rivalité dans l'investissement énergétique. Et je ne parle même pas de la vie associative, parce que si vous voulez avoir une vie associative sérieuse, dans laquelle vous engagez véritablement des choses, ce n'est pas très facile d'avoir une vie dans laquelle vous donnez du bénévolat et du temps à quelque chose de vraiment important. Je ne sais pas, par exemple, faire des tournées avec la Croix-Rouge, voir les SDF tous les soirs, et par ailleurs vivre une vie d'entreprise et par ailleurs une vie de famille. Parce que là aussi, dès qu'une association, je ne parlerai pas des boulistes ou des philatélistes, enfin, vous voyez, je parle d'associations au sens de véritables ONG. Et donc, de cette part de notre vie sociale qui aujourd'hui
est catastrophiquement prise en charge quand elle est prise par l'État, qui n'a pas à être prise par l'entreprise et qui ne peut pas l'être par la famille. Là, il y a un espèce de pan de la vie sociale dont on s'aperçoit de plus en plus qu'il est sans doute le lieu durable de la place de tout un nombre d'une vie associative et d'un engagement associatif, qui d'ailleurs ne cesse d'augmenter, le nombre d'associations en France et d'associations, comprenez bien, quand une fonction sociale, voire politique, est de plus en plus nombreuse. Et donc, rivalité, c'est clair. Complémentarité, c'est pas très difficile de l'affirmer en soi. Parce qu'il y a des choses sympas dans la famille qu'on ne retrouve pas dans l'entreprise, des choses sympas dans l'entreprise qu'on ne retrouve pas dans la famille ni dans la vie associative et réciproquement, des choses dans la vie. Bien sûr, mais rendre complémentaires des choses qui sont énergétiquement rivales, c'est pas très facile. Parce qu'on ne sait pas très bien où mettre le curseur. Et donc, la question, moi, que je voulais me poser avec vous, c'est au fond, pour savoir comment vivre, quel choix faire, parce que c'est ça la vraie question. Comment discerner? La question donc n'est pas de savoir s'il faut privilégier la vie de famille, la vie d'entreprise ou la vie associative. Qu'est-ce que ça veut dire privilégier? En termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'investissement financier? Voilà, c'est très difficile de déterminer ça. Il peut y avoir des priorités intérieures. La paroisse, c'est une vie associative. Vous pouvez être engagé dans votre paroisse en estimant que c'est bien plus important pour votre vie spirituelle que tout le reste. Ça n'empêche qu'au niveau du nombre d'heures, vous n'allez pas y bosser 35 heures en plus du monde de l'entreprise. Donc c'est dans l'entreprise que vous allez bosser 35 au minimum, sans doute plus. Et donc, il y a des priorités de cœur, il y a des priorités de temps, il y a des priorités d'énergie aussi. Aller dialoguer avec son adolescent en difficulté, ce n'est pas nécessairement preneur de temps. Par contre, ça peut être preneur d'une énergie considérable. Parce que ça vous brasse, ça vous remet complètement en cause, vous n'avez pas l'habitude d'être complètement perdu dans les réponses que vous devez faire. Voilà, et ça peut vous fatiguer et aller vous chercher, vous voyez, à un endroit beaucoup plus coûteux que 5 heures de négociation si c'est votre métier. Et donc la question est de savoir, et puis alors, troisième élément, c'est qu'on pourrait rêver de les séparer ces espaces, ou de les intégrer. Là encore, nous venons quand même d'une société traditionnelle où le travail et la vie de famille étaient quand même très liés l'une à l'autre. Le fait de travailler ailleurs que dans le lieu familial, pour la majorité des habitants d'un pays, c'est extrêmement récent. En France, en 1950, 50% de la France était rurale. Ça veut dire qu'avant 1950, vous aviez la moitié des habitants de ces pays chez qui la vie de famille et la vie de travail étaient exactement le même lieu. Et il n'y a pas de vie associative, vous voyez, spécifique. Même la paroisse était le même lieu. Le village était un lieu d'existence. Dans ce village, la ferme était le lieu de la vie de famille et de la vie de travail. Donc il y avait il n'y avait pas de distinction des espaces d'existence. C'est une distinction récente, l'invention de l'usine, le développement de l'atelier. Ça veut dire que ça a toujours été comme ça. Ça veut dire que tout le monde a toujours travaillé dans son lieu d'existence, mais l'artisanat, souvent, se développait dans un atelier qui jouxtait la maison. Enfin, vous voyez, le nombre de médecins dans l'histoire, dans les 5 derniers siècles ou 6 derniers siècles, le nombre de médecins, de notaires, peut-être moins de juristes, parce qu'il fallait aller jusque, pour le coup, dès qu'il y a une fonction publique. Mais à part les métiers requérant, étant de l'ordre de la fonction publique, donc qui réclamaient comprenez bien, d'habiter des lieux symboliques qui n'étaient pas nécessairement le lieu où on vivait. Et encore, le curé, il vivait dans une cure qui était à côté de l'église. Et donc, il n'y avait pas de cette distinction des lieux de vie. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une distinction, dans 80% des cas, il y a une distinction des lieux de vie. Les gens ne travaillent pas là où ils habitent. Ce qui veut dire que cette séparation des lieux fait que dans sa tête, on sépare les activités. Les réconcilier, c'est très difficile, parce qu'encore une fois, le patron ne vient pas discuter avec le père de famille, enfin, bien sauf si c'est le même. Mais même, comme patron, il peut discuter avec lui-même, mais il ne va pas discuter avec tous ses salariés de ce qu'il va vivre dans sa famille. Il ne va pas discuter avec toute sa famille de ce qu'il vit dans son entreprise. Et ce n'est pas nécessairement ses enfants qui feront comme lui. Enfin, vous voyez, tout ça fait qu'on a quitté la société traditionnelle dans laquelle il y avait une homogénéité entre ces trois activités. Activités, je dirais, de solidarité, de bénévolat et de générosité extra-professionnelle, extra-familiale, l'équivalent d'une vie associative,
ont besoin de la militance politique. Voilà. La vie, le métier, le travail, et puis la vie familiale. Et donc on voit bien que la difficulté, elle est désormais, comment ne pas être éclaté, quels choix faire, comment les faire. C'est ça la question intéressante. Alors pour ça, on est obligé de passer par un temps d'analyse. C'est au fond de mettre à jour quelles sont les richesses et les limites de chacun de ces espaces d'existence. Parce que finalement, empiriquement, ce n'est pas toujours clair. Hein. Par exemple, quand la vie familiale devient difficile, l'entreprise peut devenir un lieu d'investissement de la personne beaucoup plus important que l'espace familial. Vous avez des gens chez qui la vie en entreprise est leur vrai lieu d'existence. Ils n'ont pas de vie associative, et la vie familiale, où ils sont célibataires, où ils ont très peu de vie familiale. Et donc, il y a des fois où la vie d'entreprise peut manger la vie familiale, et vous avez même des gens d'ailleurs qui développent des activités de type associatif, mais dans l'entreprise. Ce n'est pas une forme de néopaternalisme, mais vous avez des entreprises dans lesquelles vous allez à la fois créer une association parce que vous avez une fondation associée à l'entreprise qui vous permet de le faire, je ne sais pas trop quoi, d'activités d'entraide à l'égard de gens qui sont à l'autre bout du monde en fonction du métier que vous pratiquez, dans lesquelles les gens que vous voyez, pas nécessairement les sorties, mais même vous sortez avec les gens avec qui vous bossez. Vous avez des gens, malheureusement, qui n'ont pas d'espace de travail, ça s'appelle le chômage, ça touche quand même une partie très importante de la population, qui ne travaillent plus, ça s'appelle les retraités, et dans lequel il n'est pas toujours facile, à ce moment-là, que ça ne soit pas la vie familiale ou l'espace privé qui se mettent à réoccuper une place centrale. Vous avez des gens qui... Là, vous avez des jeunes retraités qui occupent leur emploi du temps à 600%, précisément parce qu'ils ont peur du recentrage sur l'espace familial. Parce qu'effectivement, quand vous quittez votre boulot et que vous vous retrouvez face à quelqu'un que vous avez épousé il y a 30 ans ou 40 ans, vous voyez, que vous dites, tiens, c'est déjà vrai quand les enfants partent, vous savez, quittent la maison. Mais des fois, c'est au moment de la retraite. Et puis, il y a une vraie question, c'est qu'on va bien, même si on s'occupe de 1000 manières, il y a un rééquilibrage. Et que finalement, ce rééquilibrage n'est pas simple. Et puis vous avez aussi quelques personnes, c'est ma cour, mais qui sont tellement investies dans leur activité associative que finalement, et on comprendra mieux tout à l'heure pourquoi, la vie familiale, comme la vie d'entreprise, leur paraît très lourde. Parce que vous le devinez, il y a une liberté associative. C'est propre d'ailleurs. La liberté d'association, surtout quand la dimension financière est seconde, c'est qu'on peut expérimenter dans l'espace, pas seulement du bénévolat, mais de la vie associative, des choses dont on rêverait qu'elles puissent, des fois qu'elles puissent occuper toute l'existence. Vous avez d'ailleurs des gens qui vivent entièrement, qui se dédient complètement aux associations qu'ils ont créées, parce qu'ils n'ont pas la nécessité économique d'avoir à gagner leur vie au sens strict dans le cadre d'une entreprise. Et puis, on sait bien qu'historiquement, dernier point avant de me lancer dans l'analyse, c'est qu'il peut y avoir des manières de déteindre. C'est-à-dire que le cadre ou le dirigeant d'entreprise ne va pas toujours réussir à débrayer totalement de sa manière d'exercer l'autorité dans le cadre de l'entreprise pour l'exercer vis-à-vis de ses enfants. Ou inversement, on va complètement laisser tomber l'autorité parentale parce qu'il ne s'y retrouve pas du tout par rapport à l'autorité managériale dans laquelle il excelle, par exemple. Et inversement, vous pouvez réussir dans l'espace de la convivialité familiale à avoir une relation avec vos enfants tout à fait qualitative, mais précisément parce qu'il n'y a pas cette même convivialité dans une entreprise un peu internationale, par exemple, un peu froide, et là vous êtes complètement perdu, quoi. Parce qu'il n'y a pas ce feeling. Et que le professionnalisme de la froideur des relations, ce n'est pas votre truc. Et donc on peut rêver que la dimension familiale s'étende à l'entreprise. On peut même d'ailleurs, dans certains cas, quand c'est une TPE ou une PME, une petite PME, tenter de développer une atmosphère familiale. C'est pas toujours simple d'ailleurs. Hein, quand vous êtes maçon, vous êtes charpentier, et puis finalement c'est votre femme qui vous aide pour la comptabilité et pour les ressources humaines. Parce que quand ça va pas bien, les gens vont la voir, se plaignent à elle.
on voit bien qu'à un moment donné, est-ce que je dois manager de manière familiale? Est-ce qu'un patron, c'est normal qu'il sente il ait le sentiment par moment que ses employés soient comme ses enfants? Ou est-ce qu'au fond, c'est pas éclairé quoi, comme posture? Dans les grandes boîtes, c'est clair, mais dans les petites. Aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien aussi que la vie associative, elle est des fois tentante pour la famille. Vous avez des enfants, ils verraient très très bien la vie familiale comme associative. C'est-à-dire qu'en gros, moi je décide de mon temps comme ça m'arrange, j'ai un contrat de bénévolat avec les autres, voilà, il y a une égalité des répartitions des tâches bénévoles, et en dehors de ce temps-là, voilà, je fais ce que je veux dans ma chambre. Voilà. Donc tu m'intéresses pour autant que tu m'es utile, quoi, ou agréable. Le reste du temps, je ne vois pas pourquoi je m'encadrerais la grand-mère, la grand-mère qui perd la tête, enfin tout ça, quoi. Ici, nous ne sommes que des gens qui sont mus par des intérêts partagés. Le reste, je me débrouille tout seul. Et tu ne t'occupes pas de moi. T'as pas... D'une certaine manière, dans une vie associative, on a beaucoup moins de comptes à se rendre les uns aux autres qu'on en a dans l'entreprise et qu'on en a quand même dans la famille. Donc on pourrait rêver, comprenez bien, d'alléger l'atmosphère familiale par une vie plus associative. Dans le concret, on le voit bien dans le cas des familles recomposées, qui doivent faire entre la famille et l'association, parce que vous avez il y a des relations là-dedans qui n'ont été pas choisies. Les enfants ont à se coltiner des gens qui n'ont pas de raison objective de devoir se coltiner, parce que ce n'est pas leurs parents. L'un des deux n'est pas leurs parents, et l'autre n'est pas leur frère, c'est leur demi-frère et demi-sœur. Il y a des fois où ça se passe merveilleusement, mais on sait que statistiquement, il y a beaucoup de fois où ça ne se passe pas merveilleusement du tout. Et on a beau tenter, vous voyez, une vie de type associatif dans ces entreprises recomposées, dans ces familles recomposées, c'est marrant, ça ne marche pas. C'est pour ça que je pense que, et c'est ce qui est intéressant, il faut passer par une phase d'analyse, c'est-à-dire de compréhension un petit peu plus profonde de ce qui caractérise ces trois communautés humaines et la manière dont on y est engagé. Alors, vous allez voir, c'est assez simple d'ailleurs, hein, mais les choses profondes ne sont pas nécessairement compliquées à formuler. L'entreprise qui la caractérise, c'est qu'on a un projet à réaliser ensemble. Ce n'est pas le cas de la famille. Projet collectif dans la famille, vous pouvez vous adresser à votre enfant qui a 6 mois et lui dire « Tu comprends mon petit, tu as intérêt à rentrer dans le projet familial, sinon le contrat d'embauche sera résilié, ça ne va pas marcher. » quoi. Et voilà, la grand-mère qui a perdu la tête aussi. Et donc, on voit bien, alors que dans l'entreprise, on adhère à un même projet. Si vous n'adhérez pas au projet, vous n'entrez pas dans l'entreprise. Et c'est la réalisation efficace et économiquement rentable de ce projet qui est la condition de réalisation de l'entreprise. Donc, si vous voyez, c'est un projet avec une pression, avec une exigence interne. La rentabilité économique du projet oblige quand même, soyons clairs, à l'optimisation du projet. On peut vouloir construire des bateaux en amateur et chercher de faire ça le plus parfaitement possible, mais on n'a quand même pas tout à fait la même pression. Quand le bateau, il faut le construire en 3 mois, parce qu'il doit aller faire la transat, et qui intéresse que les mâts et les drisses, enfin, et que rien ne pète. Et donc, ce qui caractérise l'entreprise, c'est que ça n'est pas une réunion de subjectivité adhérant au même projet, ce qui est le cas de l'association. Les gens qui sont là, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas inventé le projet. Ils reçoivent le projet comme une tâche objective à exécuter en coordination avec autrui. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'objectivité de l'engagement, d'objectivité du contrat, qui est à distance de la subjectivité. Alors, vous avez des jeunes qui, des fois, disent « Bon, moi, je m'en vais, ça ne m'intéresse plus. » Il faut en avoir les moyens. Il faut avoir les moyens d'être au chômage de manière durable, mais on comprend que quelqu'un quitte une association parce que le projet n'intéresse plus. Dans une entreprise, si j'ai signé, c'est pour m'intéresser au projet. Ce n'est pas parce que le projet m'intéressait. Enfin, vous voyez, comment dire ça? Parce que même si le projet général, le fait que c'est une entreprise, je ne sais pas trop quoi, d'électricité, de fabrication de centrales nucléaires, si le projet global m'intéresse, c'est une chose. Après ça, que j'adhère à chaque projet particulier, parce que là, il se trouve qu'avec ma compétence, ben voilà, on m'a confié... pardon. Désolé. Et donc, ce qui caractérise l'entreprise, c'est cette objectivité, et puis derrière, c'est aussi l'objectivité du travail. Ça s'évalue le travail, pas nécessairement en termes de quantité d'heures, pas nécessairement de manière chiffrée, mais la qualité du travail, c'est sa capacité à réaliser, à la fois rapidement et de manière qualitative, la tâche qu'on s'est fixée. Donc, vous voyez, l'entreprise est une espèce d'école d'objectivation.
C'est un lieu dans lequel, pas pour rien qu'on a inventé ISO 9002 en entreprise. Essayez d'appliquer ISO 9002 à la famille, alors là, vous êtes mal parti. Essayez de clarifier l'ensemble des process qui régissent la vie familiale et d'écrire la participation de chacun au process, vous êtes mort d'avance. Prenez un repas familial, un peu animé, vous voyez, avec quelques couvages dans les petits mots qui sont glissés par derrière, je vous défie de définir le process. D'accord, la traçabilité de la discussion, zéro, quoi. Comment on en est arrivé là que tout le monde s'est mis à s'envoyer des yaourts à la figure, vous voyez. Pourquoi ils ont fini par se disputer? Difficile. Quelles sont les procédures, comment contrôler l'environnement de manière telle qu'on diminue la probabilité que les enfants se mettent sur la figure? Difficile, hein? Difficile. C'est un peu un gaz en expansion anarchique, la famille. Enfin, des gaz en expansion anarchique. C'est un peu un laboratoire de chimie improbable, quand même, point de vue des relations. Alors que l'entreprise, c'est l'inverse. Je dois garder une certaine souplesse, mais il y a, je vous dis, un désir partagé de clarification des relations, de clarification des tâches, de clarification des compétences, de clarification des processus, de clarification des résultats. Et donc il y a une espèce de satisfaction propre au monde de l'entreprise, qui est au fond, oui, la réalisation optimum d'une idée claire. C'est tout bête, hein? C'est quand même extrêmement, c'est source de joie, c'est source de structuration. Et on devra se demander tout à l'heure comment est-ce que cette manière de faire peut enrichir la famille. Vous voyez, ce que je suis en train de chercher, c'est où sont les intersections. Parce que de toute façon, je ne peux plus les vivre en surimpression et les laisser en rivalité, c'est pas possible. Donc il faut bien que j'essaie de chercher les lieux ou bien ce qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire comment est-ce ce qui vit à l'entreprise pourrait inspirer quelque chose dans la famille, ou surtout comment est-ce qu'elle pourrait enrichir la famille. Donc ça, c'est la richesse propre de la famille, de l'entreprise. Ensuite, il y a la faiblesse propre de l'entreprise, qui donc, elle, a besoin des autres pour être compensée. La faiblesse propre de l'entreprise aujourd'hui, c'est sa logique d'efficience, dont on sait qu'elle est plus forte que jamais. C'est-à-dire qu'il y a une implacabilité objective de l'efficience. Et le risque et la fragilité, c'est l'instrumentalisation des individus au service de cette optimisation systématique, on pourrait même dire cette maximalisation systématique de l'efficience. D'accord ? Donc le grand risque de l'entreprise, c'est qu'à être claire et objective, elle risque d'être comme une machine qui se contente d'utiliser ceux qui en font partie. Et donc il peut y avoir un risque de dépersonnalisation objective dans l'entreprise, où vous êtes confondu avec votre poste, avec votre compétence, avec votre utilité. On voit bien d'ailleurs là. Autant on n'a pas nécessairement passé toute sa vie dans une entreprise, mais dans certains cas, alors moins en France qu'ailleurs, hein. C'est plus compliqué en France de licencier, mais il y a des pays dans lesquels vous êtes remplaçable comme ça, quoi, en 48 heures. Et donc là, il risque d'y avoir une matérialisation, chosification des individus et des acteurs. Ce qui ne comporte absolument pas comme risque la famille. Parce que les choses, si elles sont maltraitées, en l'occurrence, elles réagissent. L'ensemble des individus dans la famille. Aujourd'hui, autrefois, les enfants étaient chargés de se taire. Aujourd'hui, les parents ont du mal à en placer une. Donc voilà. Aujourd'hui, l'expression de la... le sentiment de non-respect de ma subjectivité donne rapidement lieu à l'expression. Donc si j'applique la même chose à la vie familiale, au fond, je vois que la richesse de la vie familiale, c'est l'accompagnement des personnes. Le propre de la famille, c'est d'être un espace qui favorise l'accompagnement des personnes les unes par les autres. Et j'insiste, parce que je pense qu'un enfant, peut-être pas à 6 mois, enfin peut-être pas à 2 mois, mais déjà à 8 mois, accompagne aussi pour une part ses parents. Ne serait-ce que parce que il se met au diapason du reste, hein. Il commence à manger à heure fixe, qu'on lui a fixé, enfin vous voyez, il a le droit de la ramener, mais pas trop quand même. Donc un enfant apporte déjà quelque chose. Il n'y a pas des contributeurs qui sont les aînés et les grands, et puis il y a les petits là qui sont juste là pour bénéficier de la bienveillance des autres. Eux aussi, ils ont à développer la bienveillance. Parce qu'ils commencent à encaisser, parce qu'ils commencent à devoir s'aligner, parce qu'ils commencent à devoir prendre leur place. Donc c'est un énorme boulot, ça. On s'en souvient plus très bien, parce que c'était pas très conscient, mais...
Et donc, il y a un accompagnement. Et puis évidemment, aujourd'hui, on voit bien qu'un enfant à 6-7 ans, il comprend parfaitement les malheurs qui arrivent à ses parents. Et dans certains cas, il lui faut bienveillance, attention, patience et miséricorde pour essayer ou de les aider à ne pas trop péter les plombs. Et dans certains cas, pour savoir comment se positionner par rapport à ça. Porter, pas porter. Parce que de toute façon, il ne peut plus l'ignorer. Vous n'arrivez pas aujourd'hui à cacher un enfant très longtemps. Un malheur qui vous arrive. C'est là qu'on était des idiots heureux il y a 50 ans. On arrivait à nous cacher les choses longtemps. Hein. On découvrait que nos parents étaient fêlés vers quel âge? Nos parents l'ont découvert à l'égard de leurs propres parents vers 25 ans. Nos grands-parents l'ont découvert de nos arrière-grands-parents vers 45 ans. D'accord? Nous, on l'a découvert pour les plus précoces quand on avait 12 ans, pour les plus retardés quand on en avait 20. Aujourd'hui, vos enfants, à 3 ans, 4 ans, ils ont commencé à saisir que vous êtes fêlés. Quoi. Mais du coup, le problème, c'est de savoir comment ils se positionnent par rapport à ça. Ils vous accompagnent comment? C'est un problème. Quoi. Aujourd'hui, la conscience qu'un jeune de 16 ans ou 17 ans a à l'égard de la fragilité familiale et la problématique qu'il a de savoir où il se positionne est énorme. Énorme. Donc, pourquoi? Mais c'est le revers, ça, de cette qualité énorme, qui est que la famille, précisément, sa richesse, c'est l'accompagnement réciproque. C'est-à-dire, c'est la participation au développement de l'autre. Pas nécessairement de manière définitive d'ailleurs, hein, parce que si le couple normalement essaie de grandir dans un soutien mutuel, les enfants ne sont pas chargés de s'occuper de leurs parents, outre mesure, si ce n'est pour leur subside élémentaire, au-delà du moment où eux-mêmes vont fonder une famille. Et on voit bien que et donc je dirais cette connaissance ou cette expérience de la personne dans sa complexité, c'est la richesse familiale, dans sa complexité, parce que c'est difficile de pas... Enfin, on peut ne pas voir les richesses, mais c'est dommage quand même, parce que la famille, elle vit aussi autour de la célébration des richesses des personnes. Et on ne peut pas ne pas voir les failles, parce que l'intimité de l'espace dans lequel on vit et le partage de la vie de survie, vous voyez, c'est-à-dire le dormir, le laver, le manger, voilà. Donc des choses tout à fait élémentaires, qui fait qu'il y a une espèce de proximité affective et corporelle qui est énorme. Et donc, il y a une espèce de proximité qui rend très difficile la falsification. Ça ne veut pas dire qu'on se comprend vraiment bien, hein. Mais on ne peut pas se raconter des histoires. Mais des fois, d'ailleurs, on est tellement proche qu'on a du mal à se comprendre, parce qu'on a toutes les infos, mais on n'arrive pas à faire la synthèse. Vous voyez, c'est vrai. Vous avez des enfants, vous avez des parents, au moment où les enfants sont en pleine adolescence et même après, ils les ont vus grandir, mais honnêtement, ils ne comprennent pas. Je trouve ça très beau. Autrefois, ils s'imaginaient qu'ils avaient compris. Merci, ça c'est génial. Et donc, la famille est un laboratoire de connaissances et d'expérimentation des personnes en devenir. Vous avez ça nulle part ailleurs. Et en plus, si je prends la famille au sens large, vous voyez, avec les grands-parents, selon tous les âges. Et moi, je trouve que c'est aussi un lieu passionnant où tous les âges se complètent les uns les autres. Moi, j'ai réalisé récemment qu'en fait, à 20 ans, tu es devenu un idiot par rapport à la connaissance que tu avais à 2 ans. Tu es devenu bête. Tu n'as plus cette connaissance-là. Tu n'as plus la naïveté, donc tu n'as plus la simplicité de cœur. Et il y a une perception intuitive que tu as perdue parce que maintenant tu analyses. Donc c'est pas cumulatif. Dommage, mais c'est pas comme ça. La vie n'est pas vraiment cumulative. Elle intensifie avec des pertes. Vous voyez, on avance, mais il y a des choses qu'on perd. Et donc je dis, même à 10 ans, on voit bien, il y a des enfants de 9-10 ans qui ont une connaissance, une compréhension des choses avec une clarté contemplative, une espèce de distanciation et de profondeur. Tu peux avoir l'ado 2 ans plus tard, mais laisse tomber. Il ne comprend même plus les questions qui se posaient la veille. Et même à la jeunesse ou à l'âge adulte, tu ne retrouves pas nécessairement cette clarté parce que tu es emberlificoté dans la problématique de ton ego, de ton autonomie qu'il faut que tu développes, enfin dans plein de problématiques qui n'étaient pas du tout les tiennes à 9-10 ans. Et c'est très intéressant de bénéficier de la vision du monde et de la manière de vivre de quelqu'un de 90 ans quand on a 50. Parce que la faiblesse, la réduction de ta potentialité, la nécessité de s'intérioriser, de qualifier tes actes parce que tu en poses moins, c'est extrêmement intéressant. Je ne vois pas pourquoi j'attendrais d'avoir 90 ans pour être stupide sur la profondeur de la relation. Oui, je peux connaître ça. La fragilité, on l'a là. Apprendre à vivre avec comme un lieu d'optimisation de la qualité, je n'ai pas besoin d'attendre d'être vieux pour le faire. Ou d'être malade. Voilà, donc c'est pour dire que, je ne vais pas le développer parce que mon but n'est pas de faire un topo sur la famille,
mais de montrer qu'il y a là quand même une espèce d'enrichissement intergénérationnel, on va dire ça comme ça, et d'accompagnement, normalement dans la bienveillance réciproque, à l'égard du développement des personnes, qui est assez caractéristique de la famille. Mais du coup, c'est quoi la faiblesse de la famille? C'est que, comme Obélix, comme on est tombé dedans quand on était petit, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, quoi. C'est vrai, le jour où les parents fondent une famille, ils sont complètement incompétents, et comme ils sont très occupés par gérer ce sur quoi ils sont incompétents, ça ne va pas leur faire apprendre de compétences. Et donc, le problème de la famille, c'est que quand on est dedans tout le temps, on a beaucoup de mal à comprendre c'est quoi les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi? On commence à se poser cette question quand on n'en a plus de famille. Enfin, oui, quand les autres ont grandi. C'est très bizarre, ça, qu'on a des enfants à l'âge de la sagesse pour en avoir, et à l'âge où on aurait la sagesse de comprendre, on ne peut plus en avoir. Et qu'en fait, il faut te mettre à distance de la famille pour commencer à comprendre sa richesse, mais du coup, c'est que tu n'es plus dedans, quoi. Et alors même, des fois, tu comprends que tu es à distance, puis au fur et à mesure que tu t'approches, tu la perds, l'intelligence que tu avais à distance. Non, vous n'avez jamais remarqué ça? Vous partez en week-end, je sais pas, de couple, par exemple. Temps de détente, de réflexion spirituelle, un temps pour vous, quoi. Et vous dites, cette famille est merveilleuse, nos enfants, nous les aimons, cet ado qui nous casse les pieds, mais finalement, c'est génial. Voilà, tout ça est tout à fait vrai. Vous revenez, et le lundi soir, vous êtes parti comme en 40, dans vos erreurs totales, vous vous précipitez dans les pièges que vous tendent les ados, vous répondez des choses complètement inappropriées, il n'y a plus aucun émerveillement dans votre voix, et vous êtes énervé par n'importe quoi. C'est très bizarre, cette espèce de phénomène familial, de difficulté à objectiver, pour le coup. Vous voyez, on est partie prenante, voilà. On est jugé partie. Et donc, on a beaucoup de mal à prendre de la distance. Et à délimiter qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas, par où il faut commencer. Parce que c'est là aussi, vous voyez bien, tu as la prière du soir, sauf que tout d'un coup, paf, tu as la machine à laver qui ne marche plus, ça énerve tout le monde, s'occupe de la machine à laver, et tant pis pour la prière. Enfin, avec du recul, tu dirais, bien sûr, c'est bien plus important la prière que les machines à laver. Vous voyez, donc il y a une espèce d'interversion des priorités pour des trucs complètement secondaires. C'est hyper affectif comme espace. Et on peut dire qu'aucun des membres de la famille n'a tout à fait la sagesse, vous voyez, pour se distancier réellement de manière durable, sereine, pérenne et bénéfique à l'égard de son émotivité, pour être clair. Même celui qui essaie d'être froid comme un poisson et d'essayer de là, vous savez, ça arrive, ça. Des fois, à 16-17 ans, tu dis plus rien, tu fais la gueule, puis tu observes. C'est marrant, ça ne te rend pas plus intelligent. C'est pas facile de développer une intelligence de l'action. Prenez un repas familial de nouveau. Dans une réunion de négociation, dans un conseil de direction, dans une réunion syndicale, en gros, vous voyez les tenants et les aboutissants. Et après ça, vous n'avez pas de mal à relire le truc en disant, bon, là, on a dévié de la négociation qu'on devait tourner, il y a un tel qui a trop insisté, la prochaine fois qu'on y se reprenne, enfin, vous voyez, comme dans une équipe de football américain, vous arrêtez, vous recommencez, voilà. Mais dans un repas familial, je vous défie, moi, je vous dis, de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le bénéfice était lequel? Parce que ça peut-être que ça s'est mal fini, après des moments merveilleux. Comme il n'y avait pas de but au repas, non? C'est quoi le but du repas familial? Manger. Partager. Mais partager, ça ne donne pas des règles très précises. Hein. Et donc c'est très étonnant que quelque chose du partage et de l'échange vital ne peut pas se faire selon l'intelligence, mais réclame de faire confiance à la part du cœur. C'est très bizarre. Il y a des moments où la famille reste inintelligible, même si notre cœur nous fait pressentir que malgré tous les défauts qu'elle comporte, il s'y passe des choses essentielles. Vous ne pouvez absolument pas faire ça en entreprise. Si vous sortez d'une négociation commerciale où vous vous êtes fait complètement plomber et que le gars qui est chargé des négociations dit au patron « Non mais vous inquiétez pas patron, mon cœur me dit qu'il n'y a pas de problème. » Il va me dire « Attends, t'as vu les chiffres là ?» Alors que je vous dis, vous pouvez sortir d'une engueulade avec un ado et vous dire « Non mais en fait, c'est pas un problème. Il ne faut pas se tromper, hein. Mais dans certains cas, c'est vraiment pas un problème. Parce que l'autre, il a simplement pu vous exprimer enfin ce qu'il avait sur le cœur. Alors, il voulait exprimer de manière maladroite. L'association, la vie associative, la richesse de la vie associative, c'est la liberté de la cooptation. Parce que précisément, ce n'est pas une nécessité, la vie associative. C'est une
surabondance. C'est en plus. Donc, ça relève, oui, de la libre responsabilité. Et ça permet, puisqu'il n'y a pas d'exigence économique, même s'il y a quand même une cohérence du projet qu'il faut respecter, ça permet de choisir le plus qualitatif possible. Vous avez une association qui s'appelle un orchestre, vous avez une association qui s'occupe de faire des maraudes le soir pour les gens qui ont froid la nuit. Si vous avez des gens pas compétents, comme il n'y a pas de contrat, vous leur dites non, on est désolé, vous n'entrez pas dans l'esprit de l'association. Vous ne pouvez pas y rester. Donc vous avez une manière d'optimiser vos projets en dehors de contraintes de survie économique. Et du coup, vous avez le loisir de recruter des gens qui sont partie prenante, non seulement pour le projet, mais pour sa manière de le mettre en œuvre. C'est ça que je pense que c'est dans la vie associative qu'on a la plus grande démocratie. Parce que là, vraiment, je parle d'une association saine. Hein. Chacun est là pour apporter à part égale avec autrui sa bonne volonté, sa compétence. Et que d'une certaine manière, il a d'abord à rendre des comptes avec lui-même puisqu'il peut quitter l'association quand il veut. Donc vous voyez, c'est assez beau, ça relève de la gratuité d'initiative collective. Et moi, ça me semble extrêmement précieux. Parce que dans l'entreprise, oui, les quelques collaborateurs qui ont voulu, enfin les quelques personnes qui ont voulu au début créer une entreprise l'ont fait librement, mais très vite, il y a la contrainte du marché, il y a la contrainte de la loi, il y a la contrainte du contrat et de l'argent que l'on gère pour des gens qui ont besoin de ça pour vivre. Et donc, on est dans une, vous voyez, je dirais, comme dans la famille, dans une responsabilité lourde. C'est pas comme le sens du terme que je dis ça. Alors que dans l'association, même que des fois quand on a une finalité, vous voyez, très importante, comme d'aller aider des réfugiés ou autres, ça peut se corrompre. Hein. Mais l'association peut se payer le luxe, je vous dis encore une fois, d'être une initiative collective de gratuité. Le défaut de l'association, c'est ça. C'est le revers de sa qualité. C'est que comment dire ça? Il n'y a pas de lieu où elle a à rendre des comptes socialement. Elle a respecté les lois. Mais, comment vous dire ça? La vie familiale, vous avez les aînés qui ont un devoir envers les plus fragiles, les plus petits, qui est plus grande que l'inverse. Et on voit bien qu'il y a une responsabilité qui est une responsabilité vitale, ce que j'appelle une responsabilité lourde. L'apport familial des membres de la famille les uns envers les autres a quelque chose de, non pas de déterminant, mais d'essentiel à la structuration de la personne. Et donc, la coopération familiale est stratégique dans la croissance des individus. Travailler ensemble, ce qui est le propre de l'entreprise, c'est le deuxième niveau. Le premier niveau, donc, c'est arriver à apprendre à vivre tout court. Le travail, c'est de passer d'apprendre à vivre en engageant qualitativement sa responsabilité. C'est ça l'entreprise. Et dans le travail, très bizarrement, il y a en français, on n'a pas le mot accountability, hein, on n'a pas l'équivalent. On a à devoir être redevable, mais redevable, ça colle pas bien, à devoir rendre des comptes à l'égard du métier, à l'égard de la part de la réalité qu'on transforme, à l'égard de l'utilité sociale que l'on a. Et je dirais que de la manière que la famille est la forme la plus radicale de la responsabilité collective, l'entreprise est le deuxième niveau de la responsabilité collective. La vie associative implique un engagement, alors peut donner lieu à un engagement responsable très lourd, mais pas nécessairement.
elle peut impliquer une gratuité remarquable, mais aussi elle implique intrinsèquement une légèreté redoutable. Ça d'ailleurs on l'a bien vu dans les cas des ONG, hein, où au nom du bienfait que l'on accomplit, on se donne des libertés vous voyez, que jamais on se serait donné économiques, enfin, dans la gestion du matériel et autres, totalement anormal. C'est très étonnant comment est-ce que la bienveillance, le projet de bienfaisance peut pervertir le rapport à la responsabilité. C'est très étonnant ça. Parce que je pense que je fais du bien et que je le fais gratuitement, alors je me donne des libertés qui me mettent totalement hors des clous de la légalité, voire de la moralité. Jamais ça existe en entreprise, ça. Et donc la question, elle va être comment elles peuvent s'enrichir les unes les autres et se soutenir les unes les autres. Très bien, donc mon but est de contribuer à l'unification à l'intérieur de nous-mêmes, de la vie dans ces trois espaces, de manière telle qu'ils soient ni totalement séparés, ni qu'ils se chevauchent complètement. Alors je commence par l'entreprise. Je pense que l'entreprise, elle peut inspirer. Enfin, la famille aspire à l'entreprise, pour autant qu'elle aspire à ce que précisément la qualité de la coopération entre ses membres puisse donner lieu à une reconnaissance plus claire. Vous voyez, je prends un exemple très simple. Ça fait partie de la croissance de l'éducation familiale. Par moment, on essaye de réaliser quelque chose ensemble. Un peu comme on le ferait dans une entreprise, avec une objectivité des responsabilités, avec une valorisation des responsabilités. Comprenez bien, avec un sérieux, hein, dans lequel on va, et on voit bien qu'il y a quelque chose de la famille qui apparaît dans la réalisation effective d'un projet commun exigeant. Je ne sais pas trop quoi, faire une expédition en montagne, faire une croisière en bateau, organiser l'entraide pour quelqu'un d'autre à côté, enfin vous voyez, entreprendre quelque chose ensemble. Et il me semble que l'apparition dans l'espace familial de quelque chose de l'objectivité comme ce qui vient de la communauté de travail qu'est l'entreprise permet de faire apparaître dans les relations des membres de la famille des qualités qu'on ne voit pas autrement. Exemple très simple. Aller faire quelque chose avec l'un ou deux de ses enfants, mais vraiment faire quelque chose. Entreprendre de nouveau une activité sportive intensive, une expédition, un service à rendre, quelle que soit la tâche, mais un travail. Pas du loisir, pas de la détente, pas simplement du jeu. Un travail. Permet précisément de découvrir les membres de la famille sous un autre jour que celui de l'interaction affective dans laquelle on est tous les jours. Et il me semble que le travail partagé en famille ou à la frontière entre la famille et ailleurs, hein, parce qu'on peut aussi aller en famille travailler ailleurs, permet précisément de désubjectiviser pour une part les relations et permet à chacun des membres de la famille de s'auto-évaluer autrement que dans le regard des autres, qui est le grand problématique de la famille. Alors, ça ne veut pas dire que toute famille doit devenir une petite entreprise, mais qu'il y ait des moments d'entrepreneuriat collectif à l'intérieur de la famille, moi, me semble parfaitement bénéfique. Ça peut être au moment du ménage, ça peut être au moment d'un déménagement, enfin, oui. On peut faire ça à la bonne franquette, c'est-à-dire en restant dans le flou affectivo-subjectif permanent, ou au contraire, il faut bien choisir. Hein. Il ne faut pas le faire qu'à la manière des hommes. Inversement, il est clair que cette convivialité, je dirais, assumant les limites des individus telles qu'elles existent dans la famille, serait aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs, bienvenue dans l'entreprise. C'est-à-dire d'apprendre à nourrir cet endroit de convivialité qui est en dehors de la rentabilité. Cet endroit de face à face des personnes à égalité dans une bienveillance réciproque qui ne vise pas une efficacité ou une utilité quelconque. Pour être brutal, d'ailleurs, je dirais pour moi que les entreprises qui survivront humainement demain ne sont que celles dans lesquelles
on saura ménager une certaine convivialité. Et dans lequel, d'ailleurs, les gens qui ont, comprenez bien, un esprit familial sont par moments plus précieux que ceux qui ont des compétences élevées. Une entreprise où il n'y a que des compétences et pas de bonté, et pas de convivialité, et pas de dimension familiale, est, dans le monde dans lequel on est, une entreprise dans laquelle les gens sont mis à mal par la pression objective du marché et la complexité du monde dans lequel ils ont évolué. Et donc, il est bon que dans l'entreprise, il y ait des moments, ça peut se faire de mille manières, où précisément, là encore, les membres de l'entreprise se désidentifient de l'organigramme, se distancient de leur poste et de leur niveau hiérarchique. J'étais très touché hier. C'était hier ou avant-hier. Quelqu'un me disait qu'il était très touché, mais c'était avant-hier. Parce que dans son entreprise, il y avait des équipes de N-2 par rapport à lui qui lui avaient proposé de venir partager un repas avec eux. Alors la première fois, il avait hésité et il me demandait conseil. Je dis, mais moi je trouve ça extrêmement bon signe que des N-2 et pas de scrupules. Et il m'a dit, mais je l'ai accepté une fois, ça s'est très bien passé. Mais je ne sais pas très bien comment prendre les choses. Que des N-2, vous voyez, n'aient pas peur d'inviter quelqu'un qui est N+2 à partager un repas convivial avec eux et qu'à la fin, tout le monde en ressorte heureux, c'est pas commun quand même. C'était chez Michelin. Et je lui ai dit, mais ça pour moi, c'est extrêmement bon signe. Ça veut dire que ces gens-là sont capables de vous désidentifier, enfin, vous voyez, de vous regarder autrement que selon votre niveau hiérarchique. Et que vous-même, vous n'avez pas peur d'être vous-même, indépendamment de la dimension hiérarchique. Et il m'a dit, oui, c'était très bien, il y avait une liberté de parole, et il n'y avait absolument aucune interférence gênante. Ça me semble quelque chose qui existait dans les entreprises familiales, qu'on a gardé sous forme de je ne sais pas trop quoi, management de l'ambiance, oui. Alors qu'en fait, c'est un élément stratégique de pouvoir identifier que la bonté que les personnes ne sont pas réductibles à leur efficacité, mais que finalement leur capacité à contribuer les unes aux autres à la bonté d'autrui reste fondateur, même dans une entreprise. C'est pas ça qui est la clé de ce qui fait l'entreprise. Mais malgré tout, c'est quand même une communauté dans laquelle on passe beaucoup de temps, dans laquelle on en bave beaucoup. Et donc, la convivialité n'est plus un luxe. Elle devient une nécessité pour que, vous voyez, l'humanité partagée permette d'atténuer la violence des contraintes que l'on a à gérer. Et du coup, la dimension familiale prévient l'entreprise d'une déshumanisation. Ce qui fait d'ailleurs que, en fait, je vous dis, ça a un effet énorme. Parce que dire que la convivialité a droit de cité, ça veut dire que ma famille n'est pas nécessairement autre chose. Enfin, c'est pas une autre catégorie de gens que ceux qui sont là. Et c'est très français de ne pas faire visiter son entreprise à ses enfants, à sa femme. Vous voyez, de cloisonner les choses. Mais c'est normal que la famille puisse aussi, les membres de la famille puissent s'approprier le lieu où je passe énormément de temps dans mon année. Et des fois, je passe une part de mon temps familial avec ma tête qui est déjà, qui est toujours là-bas, quoi. Oui, mon corps a bougé, mais pas ma tête. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on a inventé ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, qui est pour éduquer les médecins et les patients à coopérer les uns avec les autres. Parce que quand tu as fait médecine, on ne t'a pas appris à coopérer avec les patients. Et quand tu es malade, on ne t'a pas appris à coopérer avec les médecins. Et ça s'apprend. Parce que la responsabilité réciproque n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, puisque le patient rêve par moment que le médecin soit Dieu le Père, et par moment, le médecin rêverait d'être Dieu le Père sans en avoir la responsabilité. C'est-à-dire, au fond, d'être accueilli sans problématique. Voilà. Aujourd'hui, ça ne marche plus parce que les patients ont les moyens d'avoir plein d'informations sur la maladie qu'ils ont, se faire plein d'imaginaires en plus des informations qu'ils ont. Et donc, risque de juger le médecin, enfin, vous voyez, c'est très compliqué, quoi, d'être allé regarder, mais ce médecin-là, comment est-ce qu'il est évalué? Bientôt, vous aurez des likes et des dislikes sur les médecins, il ne faut pas rêver. Et donc, on voit bien que là, l'instauration de la relation de confiance, c'est nouvelle, quoi. Parce que bientôt, ils seront mis sur le marché, tu pourras choisir ton médecin, je veux dire, en fonction de...
Et donc, on voit bien que l'apprivoisement de l'espace de travail par la famille, comme l'intégration dans les choix entrepreneuriaux de la vie familiale de ses membres, voilà, pour moi, ça, c'est l'avenir. Je ne vais pas savoir ce que c'est un bien, mais pour moi, c'est une nécessité. Si l'entreprise ne tient pas compte de l'existence d'une vie extra-entreprise, familiale notamment, de ses membres, il y a quelque chose d'un angle mort qu'elle va se prendre de plus en plus dans la figure. Et inversement, si la famille, les membres de la famille ne mesurent pas ce que vivent les parents notamment, en dehors de l'espace familial à cause du travail qu'ils ont, des fois parce que les parents ne veulent pas faire peser sur leurs enfants les difficultés qu'ils ont dans leur travail, mais de toute façon ils le leur font peser, et il vaut bien mieux en parler plutôt que de leur faire peser sans dire pourquoi. D'ailleurs on le sait bien, dans ces cas-là, l'enfant s'imagine que c'est sa faute à lui. Enfin, la vie associative, c'est, pour la famille, le lieu de la gratuité. On voit bien d'ailleurs, quand, je ne sais pas trop quoi, un aîné responsable d'une troupe de scouts, ou je ne sais pas trop quoi, ou que les parents consacrent un temps précisément à une activité de bénévolat, ou que la famille tout entière s'y met, c'est très étonnant. Ça ouvre la famille à un horizon de gratuité et au fait que le bonheur existe aussi à l'extérieur. Parce que la vie associative, elle m'ouvre précisément sur un lieu qui, parce qu'il est un lieu de gratuité, pas un lieu de nécessité et de contrainte quand même, comme l'est le monde du travail, il y a quelque chose d'une possibilité de réaliser ce qu'on est dans le don à autrui, que j'expérimente par la vie associative et que je ne m'expérimente pas par la vie familiale. Il y a des phases dans notre vie où on a été des gentils petits-enfants qui sont très heureux de rendre service. Vous avez remarqué, ça n'a pas duré des lustres de temps quand même. Après ça, on a demandé des sous à la grand-mère, parce que l'autre en demandait aussi. Puis après, ça nous a gonflé d'en rendre des services. Puis après ça, on aurait bien aimé le faire, mais il fallait être étudiant, donc on avait plein de choses à faire. Et donc, la réintroduction de moments de vie associative dans la famille, alors qui n'est pas facile, parce qu'on ne peut pas imposer à tous les enfants aussi. Toute la question, c'est de la messe du dimanche. La messe du dimanche, c'est la participation à une vie associative qui s'appelle la paroisse. C'est pas comme les voyages en famille. Les voyages en famille, tu peux choisir. La paroisse, pas trop, quoi. Tu en as 2 ou 3 au choix, mais... Et on voit bien que c'est pas simple de donner je prends cet exemple-là, mais on pourrait prendre d'autres types d'activités, de bénévolat. Vous voyez, que la gratuité soit contrainte, enfin, vous voyez, imposer la gratuité d'une activité bénévole à des enfants, ça va plus, quoi. C'est plus du bénévolat, c'est de la contrainte. Comme quand on oblige un enfant à faire des bonnes actions pour les voisins, vous voyez, t'es obligé. La générosité, tu dois être gratuit. Ça existe, ça, vous savez, l'injonction contradictoire. La prière, c'est facultatif, mais ça va mal se passer si tu ne viens pas à la messe. Enfin non, pardon. La prière, c'est gratuit, c'est l'amour de Dieu, mais ça va mal se passer si tu ne viens pas. Il faut savoir, c'est l'amour, c'est pas l'amour. C'est difficile de vendre que l'amour peut aboutir à une contrainte de la conscience. Parce que si votre gamin dit non, je ne veux pas juste par mauvaise humeur, mais parce que profondément, il est dans un moment de chemin spirituel, ça peut arriver à 7 ans, ça peut arriver à 14 ans. Et donc on voit bien que trouver, vous voyez, que les membres de la famille s'intéressent à la dimension, une participation à une vie extra-familiale qui ouvre à la gratuité, me semble essentiel, à la vie de la famille elle-même. La vie ne s'achève pas dans la famille. Le sommet de l'existence humaine n'est pas la famille. Elle est précisément dans une gratuité au service de l'autre ou des autres, au-delà de l'espace familial. C'est vrai même pour le couple. Évidemment, et dans l'entreprise on le sait, donc ça je ne vais pas le développer parce que c'est le lieu où c'est plus flagrant, l'intégration, notamment à l'occasion de la responsabilité sociale, d'avoir développé la notion de responsabilité sociale de l'entreprise, d'avoir développé la notion de développement durable. Beaucoup aujourd'hui d'entreprises, pas simplement pour des raisons, pour faire bien, parce que ça fait bien dans un rapport de fin d'activité, mais pour des raisons de conviction profonde, développent des activités de bénévolat à la marge de l'entreprise. En gros, pour se servir de la position dominante qu'ils ont pour faire du bien,
ou bien pour compenser la part de dégâts qu'ils commettent dans l'environnement physique ou social. C'est vrai, quand vous délocalisez une usine de luxe quelque part dans un pays pauvre, voilà, c'est normal que vous compensiez les problématiques sociales que vous allez créer dans cet endroit-là par, je ne sais pas trop quoi, du bénévolat qui va permettre de développer autour de cette activité de luxe des choses qui ne sont pas uniquement du luxe, qui sont de l'aide à la vie sociale autour. Donc aujourd'hui, cette part de la vie associative à la frontière de l'entreprise est aujourd'hui de plus en plus pratiquée, et à mon avis, là encore, alors avec un risque d'instrumentalisation, hein, mais à bon escient, à condition que cette vie associative doublée de la vie d'entreprise ne mange pas tellement la vie des personnes qui n'en ont plus du tout pour la possibilité d'une vie familiale. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous occupez de vos collaborateurs, et puis le week-end, vous vous occupez des pauvres, mais vos enfants, c'est quand vous aurez le temps, quoi. Inversement, si la vie associative n'a pas de mal de s'inspirer de la vie familiale, parce qu'il y a une convivialité normalement dans la vie associative analogue à la vie familiale, ce qu'elle peut peut-être apprendre de la famille, c'est la richesse de différences non choisies. Je m'explique. C'est par affinité qu'on crée c'est par affinité de compétences qu'on crée une entreprise, puisqu'on recrute que des gens dont on a besoin, non ? C'est une entreprise de plomberie, vous n'allez pas seulement pour le plaisir recruter un boulanger. C'est par affinité de projet qu'on se recrute dans l'association. Si un type qui est un spécialiste des associations de boulistes, vous lui proposez d'aller aider les pauvres à l'autre bout du monde, et que les pauvres, ça ne l'intéresse pas, vous n'allez pas le recruter. Mais dans la famille, vous avez dans la même famille un spécialiste des boulistes, il a 4 ans et demi, un spécialiste de l'aide aux pauvres, il a 17 ans, quelqu'un qui veut juste gagner de l'argent, il a 22 ans. Enfin, vous voyez, je peux vous dire ça. Là, vous n'avez pas fait le choix. La famille, c'est un espace avec des gens que je n'ai pas choisis, qui ont des profils que je n'ai pas choisis et qui ne sont pas du tout nécessairement compatibles avec le mien. Ils n'ont pas les mêmes compétences, pas les mêmes goûts, pas les mêmes envies. Alors, les parents ne veulent pas le voir, ou plus tard ils le voient, mieux ils se portent, ils ont tort. Vous êtes peut-être vous généreux, dévoué, artiste. Et peut-être que votre enfant, lui, il est plutôt matérialiste, petit gain et je ne sais pas trop quoi, auto-valorisation de soi, avec un public qui vous acclame. Où est le problème ? C'est pas le même mode de structuration de la personne. Chacun fuit ses failles là où il peut. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement... On n'est pas les mêmes, quoi. Non, parce que des fois, les parents rêveraient que leurs enfants aient les mêmes aspirations, les mêmes générosités, enfin le même profil qu'eux, quoi. Ça va tant qu'il a un autre profil que vous ne connaissez pas, mais quand il a le profil un petit peu contraire du vôtre, quoi. C'est-à-dire le profil du grand-oncle, celui que vous ne pouvez pas encadrer. Ça arrive, ça. Un neveu qui veut devenir commerçant, distributeur. Et vous étiez plutôt dans le service de la patrie et de la nation. Ça ne va pas le faire. Hein. Ou inversement. Vous êtes plutôt dans le business et vous avez un fils qui vous dit « Non, mais moi, je veux être missionnaire à l'autre bout du monde. » Voilà. Donc c'est pour dire que c'est intéressant, ça. La vie familiale, dans l'acceptation des diversités non choisies, est un laboratoire qui, à mon avis, peut inspirer pour une part l'entreprise, parce qu'il y a des choses chez les gens avec qui on travaille, même si on est sur le même terrain de compétences, où on ne peut pas facilement s'encadrer. Parce qu'on a des compétences qui s'ajustent, mais pas nos tempéraments. Dommage. Et dans la vie associative, c'est la même chose. Enfin, c'est dans l'autre sens. Comprendre qu'éventuellement, intégrer des gens très différents du profil affectif moyen des gens qui appartiennent à ce club peut être très bénéfique à cette association. Parce que ça va lui ouvrir une autre manière de voir, une autre manière de faire. Donc vous voyez que, à partir du moment où je comprends comment il y a des registres d'existence qui ont besoin les uns des autres, et que finalement, s'ouvrir à chacun de ces deux autres mondes quand on est dans l'un des trois, et essayer de saisir en quoi est-ce qu'il est vraiment nécessaire, non pas pour gagner sa vie, par exemple, pour travailler en entreprise, mais comment je choisis de le faire contribuer à ma croissance et à la croissance des miens. C'est ça la vraie question. Par exemple,
quand je suis dans la famille, être capable d'envisager l'entreprise comme un lieu sur lequel j'ai à discerner ce que j'ai à y faire en fonction de ce qu'il apporte profondément à ma personne et au mien. Et pas simplement, par exemple, en fonction de la gloire que ça veut bien me donner. Quand je suis dans l'entreprise, discerner dans l'espace familial ce que l'espace familial peut vraiment m'apporter dans la croissance de ma personne. En quoi est-ce que c'est un espace qui me pèse et sur lequel j'ai à faire un travail pour le découvrir plus en profondeur, ou au contraire, un lieu dans lequel je me réfugie, mais dans lequel je ne suis pas d'abord en train d'apporter quelque chose, parce que c'est un lieu qui m'accueille, qui me console, mais dans lequel la contribution que j'apporte, elle est bien moindre que mon entreprise, par exemple. Oui, d'arriver à avoir un discernement sur la manière d'optimiser, de qualifier, je préfère parler comme ça, mon engagement familial à la lumière de ce que j'en vois à partir de mon entreprise. Optimiser mon engagement dans l'entreprise à partir de ce que j'en vois du monde de la famille. Et c'est vrai aussi de la vie associative. À partir d'une vie, je vous dis, que ce soit un engagement de bénévolat, d'une ONG, d'un patronage, des scouts, d'une paroisse, ce que vous voulez, d'un groupe de méditation, de réflexion, d'essayer de voir comment, comment la famille et l'entreprise, par exemple, sont des lieux d'engagement radical de la personne, mais qui réclament toujours que le poids de culpabilité et la lourdeur des contraintes qui pèsent et qui sont très différentes chez l'une comme chez l'autre, réclament qu'on s'en distancie. Je pense que de plus en plus, que si je ne vis que dans la famille et l'entreprise, je vis que dans des milieux, sauf quand j'ai les moyens de travailler moins ou que j'ai vraiment des moyens matériels, mais très souvent, je passe d'une contrainte à une autre, je passe d'un devoir à un autre, je passe de quelque chose d'exigeant à quelque chose d'exigeant, je passe de quelque chose de difficile à quelque chose de difficile. Et là, cette distanciation que permet la vie associative me permet de mieux mesurer comment est-ce que la richesse de la vie familiale, la richesse de la vie d'entreprise réclame de ne pas être écrasée par leurs contraintes. Et donc, il me semble que si j'ai pris ces trois exemples, c'est parce que l'avenir d'un pays comme le nôtre est en train de passer par une phase de dissolution de l'espace public. Bien qu'aujourd'hui, ça va avec le politique, nous ne savons plus pourquoi nous sommes dans ce pays ensemble. Nous ne voyons plus en quoi nous avons à contribuer ni à la ville auquel nous appartenons, quand elle est trop grande, ni à la région, sauf pour des raisons économiques. Donc nous ne voyons plus les raisons des unités de vie dans lesquelles nous existons. Nous ne voyons plus les communautés auxquelles nous appartenons réellement. Et en plus, l'espace public est devenu un espace de la non-vertu. Il n'y a plus de règles de respect d'autrui dans l'espace public. Et on est en plus dans une idéologie de la relativité totale, qui fait que de toute façon, n'importe quel type de manière de vivre, n'importe quelle vision du monde est soutenable pourvu qu'elle soit respectueuse de la loi. Comme si la loi était la moralité, comme si la loi était la vérité de la personne humaine, ce qui est totalement affolant. On en est là-dedans aujourd'hui. La seule règle commune que nous acceptons, c'est celle de la loi civile. Les autres, chacun fait celle qu'il veut, s'établit les règles qu'il veut. Et il peut d'ailleurs imposer à autrui les règles qu'il veut, pourvu que l'autre y consente, tant qu'il n'est pas sujet d'une interpellation face à la loi. Et c'est ce que j'appelle la dissolution de l'espace public. Donc du coup, les espaces de fabrication de la compréhension de la personne humaine, de fabrication de la relation humaine, de repérage de la vérité objective de ce qu'est l'homme, de sa dignité, deviennent des lieux d'autant plus précieux. Et que la réapparition possible, pas certaine, mais possible d'un espace public humain, parce qu'il n'y en a plus, dépend essentiellement de la manière dont ces trois espaces d'existence, la vie associative, la vie d'entreprise et la vie familiale, seront capables non seulement de développer leurs particularités, mais de coopérer les unes avec les autres. Je pense personnellement que le renouveau d'une res publica, d'une chose publique, ou d'un bien commun, appelez-le comme vous voulez, ou d'un peuple qui est une cohérence, c'est-à-dire des valeurs, c'est-à-dire une vraie culture, dépend, et ne dépend que, d'abord, fondamentalement, comprenez bien, du développement qualitatif et en synergie l'une avec l'autre
de ces 3 espaces d'existence. C'est la raison pour laquelle il me semblait important de voir comment est-ce que, même si au début c'est un peu coûteux de s'ouvrir à la compréhension et à la réflexion sur chacun de ces 2 autres espaces d'existence que celui dans lequel on investit plus d'énergie. Il y a des gens, ils investissent d'abord de l'énergie dans leur famille. Le boulot, c'est pour gagner sa croûte, on ne se casse pas trop la tête et on quitte sa tête dès qu'on revient à la famille. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils sont éclatés dans l'entreprise, la famille, ils aiment les leurs, ils font avec, mais voilà, il ne faut pas leur demander de la créativité, quoi. Ils font avec. Je ne veux pas dire que d'un côté c'est les mamans, de l'autre côté c'est les papas, parce que ce n'est pas toujours vrai. Et puis la vie associative, je vous dis, elle peut être un lieu voilà, où on a le sentiment que là, enfin, on vit vraiment pleinement ce que devrait nous donner l'espace public. Et donc, voilà, il me semble que donc vous voyez bien, on n'est pas dans une complémentarité parfaite, mais dans un enrichissement réciproque, ce qui n'est pas tout à fait parfait. Pareil. À vous les questions. Oui, je vous écoute. Ah oui, il faut le micro. Je voudrais revenir sur 2 choses. La coopération, bien entendu, mais moi je suis frappée par le fait que souvent, en tout cas dans les petites structures, la vie familiale et la vie de couple plus particulièrement et la vie professionnelle sont un grave danger réciproque. Sont un grave danger réciproque. Ah oui. C'est-à-dire que souvent des couples qui travaillent ensemble ne peuvent sauver le couple qu'en arrêtant de travailler ensemble. C'est où l'entreprise disparaît, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est un premier point que je voulais soulever. Le deuxième, ça porte sur l'association. Alors, bien évidemment, il y a 2 sortes d'associations. Il y a des associations qui ont un sens plus institutionnel. Vous parlez de la paroisse auquel je ne connais rien, mais on peut parler des ONG, des structures extrêmement importantes comme ça, qui ont un fonctionnement institutionnel. Et vous avez d'autres associations dont il est frappant qu'elles ne fonctionnent que pour autant qu'il y ait des responsables. Il y a vraiment un sens de la responsabilité qui est différent de celui qui s'inscrit dans la famille. Dans la famille, en principe, c'est les parents qui sont responsables, mais vous avez bien montré que ce n'est pas du tout évident, que ce n'est pas aussi simple que ça, et que les enfants assument une responsabilité ou une culpabilité quand ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais dans l'association, vous avez 2 sortes d'acteurs. Il y a ceux qui rentrent, qui sortent en fonction de leurs loisirs. Et puis il y a ceux qui assurent des responsabilités. Et quand ils ne veulent plus les assurer, ben, l'association, au moins, s'étiole. Tout à fait. Alors, sur la première, c'est extrêmement variable. C'est-à-dire que la relation de proximité des collaborateurs en dehors de l'entreprise peut tout à fait jouer positivement ou négativement. Ça dépend considérablement des cultures et des personnes. Moi, j'ai croisé des PME où l'homme et la femme travaillaient ensemble, mais leur cœur restait ancré dans leur vie familiale plus que dans leur vie d'entreprise. Il n'y avait pas de problème. C'était une PME. J'ai vu des cas où, au contraire, effectivement, travailler ensemble créait ou bien une bulle affective autour duquel gravitaient les autres, et donc des angles morts qui se cumulaient, ou bien au contraire des conflits internes. Ce qui est vrai, c'est que la relation de couple relativement à la famille ne peut pas fonctionner comme fonctionne la relation de complicité entre des collaborateurs, même si on peut être les deux. Donc il y a des couples dans lesquels on identifie clairement la différence et des autres on ne l'identifie pas. Si on l'identifie clairement, c'est possible. Mais c'est des personnalités très particulières, des conditions très particulières et des types d'entreprises très particuliers. Moi, l'exemple le plus magnifique que je connaisse, c'était le Festival d'Avignon, qui jusqu'à il y a 3 ans était dirigé par Vincent Baudrier et Hortense Archambault. Vincent et Hortense n'avaient pas de relation amoureuse l'un avec l'autre.
elle était d'origine littéraire et elle organisait le management et la gestion, lui était sorti d'une école de commerce et il s'occupait de la programmation artistique. Ils dirigeaient à deux et ils ont réussi à développer cette entreprise et cette association qui est le Parvis d'Avignon de manière tout à fait remarquable. Et donc moi c'est la seule fois où j'ai vu un management bicéphale avec en plus un homme et une femme. Voilà. Mais c'était vraiment, moi d'ailleurs je leur ai posé des questions, j'ai passé 1 heure à leur poser des questions comme on en pose à des souris de laboratoire, pour essayer de comprendre ce qui se passait là. Voilà. Et j'ai compris que c'était unique, c'était spécifique à eux deux. Quoi. Parce qu'il n'y ait pas de rivalité dans les égos. Voilà, mais il y avait des conditions de la coopération. Ensuite, sur le monde associatif, c'est vrai, mais précisément, je pense qu'une association, si elle veut être pérenne, et si le service qu'elle s'est assigné à l'égard de la société est un service qui a une utilité durable, elle a nécessité de s'institutionnaliser, mais d'une manière relative. La grande difficulté dans toutes les organisations humaines, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations, que ce soit les religions, que ce soit tout ce que vous voudrez, que ce soit l'État, c'est que la dimension de la responsabilité des personnes soit au moins à égalité, si ce n'est plus forte que la dimension institutionnelle. Le problème, c'est quand la dimension institutionnelle se met à permettre, à cause du poids symbolique qu'elle représente, permettre aux individus qui représentent l'institution d'être moins responsables que s'il n'y en avait pas. Voilà, c'est tout. Donc ou bien l'institution est portée par des gens qui sont éminemment responsables, voilà, ou bien l'institution finit par corrompre les gens qui travaillent sous son égide, enfin sous son autorité, entre guillemets, parce qu'elle leur permet de ne pas l'être. Et donc sous ce rapport-là, je dirais que voilà, vous avez des associations, effectivement, on voit que souvent il manque une dimension d'institutionnalisation pour que l'association dure et pour qu'elle ait le moyen de recruter d'autres responsables, pour que ce ne soit pas simplement les figures charismatiques provisoires qui ont fondé le lieu. Vous avez des associations qui disparaissent avec leur fondateur. C'est vrai dans une entreprise aussi. Hein. La transmission d'une entreprise, moi ce que j'appelle du passage de la création à la fondation. Une entreprise commence pour moi à être fondée quand précisément la dimension institutionnelle qui est la sienne est capable, comprenez bien, de fédérer autour d'elle des gens qui vont être ceux qui vont être capables de l'accompagner. Vous voyez, une espèce de... C'est comme une culture. Il y a une espèce de création d'une espèce de culture, hein, des éléments symboliques qui vont permettre de servir de référentiel pour sélectionner ceux qui vont être vraiment capables. C'est pas si facile à faire que ça. Parce que voilà, là encore, les gens peuvent changer aussi. Ils peuvent tout à fait à un moment donné être tout à fait dans le référentiel, puis dévoyer à leur profit. Le problème des associations, c'est le problème des entreprises. C'est plus difficile avec les familles parce que les enfants résistent, mais c'est même vrai des fois des familles. Il y a des gens, c'est plus vrai dans nos générations, mais dans les générations antérieures, il y a pu y avoir des familles dans lesquelles la famille s'est construite autour de l'ego du patriarche, de la matriarche ou du couple fondateur. Hein. Vous savez, les familles où vous avez les arrière-grands-pères puis tous les descendants là. Alors on ne sait pas s'il faut les mettre en haut de la cathédrale, enfin ou de la pyramide, quoi. J'ai toujours des doutes parce que ça implique qu'il y ait plein de pièces rapportées qui appartiennent à d'autres pyramides. Avec ça, l'entreprise, il y a une relation, il y a un contrat de travail entre l'employeur et les employés. Et si quelque chose se passe très mal, je veux dire, il y a une rupture du contrat de travail. Le milieu associatif, à partir du moment où les gens sont plutôt bénévoles et éventuellement sur un même niveau de responsabilité, ça peut amener à des conflits extrêmement violents. Et quelquefois, pour arriver à expliquer à une personne qu'elle n'a plus rien à faire là, alors qu'elle est là depuis 10 ans, 15 ans, qu'elle a l'impression d'y consacrer tout son temps, ça peut amener à des conflits extrêmement violents. Tout à fait. C'est pour ça que là aussi, vous avez tout à fait raison de souligner ça. Moi, je pense que la modalité familiale est celle de l'alliance. La famille, c'est un lieu d'alliance par consentement mutuel à des gens qui, originellement, sauf le couple, ne s'est pas choisi. D'accord ? Moi, je n'ai pas choisi mon frère, ma sœur, je n'ai pas choisi ma mère. Ma mère, d'ailleurs, elle n'a pas choisi de m'avoir moi, elle a choisi d'avoir un enfant, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, le couple, au bout de 3 enfants, il n'a plus la même tête, donc il faut qu'ils se rechoisissent aussi par mode de consentement mutuel.
cette alliance-là, je pense qu'elle devrait être présente différemment dans l'entreprise et dans l'association, en plus du contrat. Parce que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un contrat dans une association. Qui n'est pas un contrat financier, mais qui est un contrat moral précis, avec renouvellement de mandat. On est là pour 3 ans. Il n'y a aucune obligation à ce qu'on soit renouvelé. Pour qu'on soit renouvelé, eh bien, il faut le réaccord de nouveau d'un certain nombre de personnes. Et se débrouiller pour que ce ne soit pas les mêmes. Et donc, pour que cette dimension, comme dans l'entreprise, il y a un contrat, mais pour que les contrats, ou dans l'entreprise, ou dans la vie associative, soient vécus de manière sereine, il faut que la bienveillance des gens envers les autres, comment dire ça, aille de pair avec une très grande authenticité relationnelle. Et je pense que c'est ça le grand pari. Mais la famille, aujourd'hui, oblige à l'authenticité. Si vraiment tes enfants t'énervent trop, de toute façon, ils vont le voir et tu vas devoir le leur dire. Et si toi, tu les énerves trop, ben, ils vont assez rapidement te le dire. S'il y a un problème avec un des membres de la famille, parce que les autres ils commencent à énerver tous les autres, il va bien falloir faire un conseil de famille, ou informel ou autre, il va falloir en parler. Et donc, la famille, aujourd'hui, si elle veut survivre, est obligée à une authenticité de dialogue sur base d'incompétence, parce que normalement, les parents, ils n'ont pas de diplôme du dialogue avant de fonder une famille. Hein. Donc, c'est pour ça, des fois, qu'on a besoin de conseillers, de gens de l'extérieur qui viennent aider au dialogue, à jouer les médiateurs et tout ça. Hein. C'est aussi la grande humilité de la famille. C'est très beau aujourd'hui, ça. Il me semble que ça doit servir à l'authenticité du dialogue dans l'entreprise. Fait qu'on doit clairement à la fois signer un contrat et dire aux gens, attendez, je ne suis pas ton papa, je ne suis pas ta maman, tu n'es pas entré dans la mer couveuse qui va te porter jusqu'à la fin de tes jours. Donc, contrat, et de dire clairement aux gens, mais écoutez, si un jour il me semble que voilà, votre place n'est plus là, pour telle ou telle raison, ça n'est plus là que vous pourrez vous développer, je viendrai vous le dire. Et si à un moment donné, il vous semble que l'entreprise, une fois que vous l'aurez un peu découverte, ne correspond pas du tout à ce que vous avez cru en percevoir dans sa qualité propre, vous viendrez de me le dire. Même chose dans l'association. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'instauration d'une vraie liberté de parole un peu adulte devient une condition sine qua non de la vie collective. D'autant plus que dans l'espace dit public, alors on est dans le mensonge, c'est qui entubera tout le monde, enfin je sais pas comment... C'est très bizarre ce monde dans lequel on est, où aujourd'hui, mais ça gêne plus personne de mentir. Ça fait partie du jeu, quoi. C'est normal que tout le monde piège tout le monde. C'est normal d'en sortir le maximum. C'est normal de plaider sa cause, même si on ment comme un arracheur de dents. Incroyable. Pourtant, c'est il y a longtemps. Hein. Un type expliquait qu'il n'avait pas franchi la ligne blanche. Quoi. Je l'ai franchi derrière lui, je le sais. On s'est fait arrêter tous les deux. Et il dit, mais non, je ne l'ai pas franchi. Il me dit, monsieur, vous êtes quand même un peu gonflé, je vous ai suivi. De toute façon, la voiture qu'on a doublée tous les deux, elle occupait toute la portion de la route de droite. Donc arrêtez votre histoire. Et vous êtes là en train de soutenir devant cet homme que vous ne l'avez pas franchi. Et il n'a rien lâché. Enfin, vous savez, on a droit aux réclamations quand on a la contravention. Il a fait rédiger tout un petit baratin. Quand même, il n'était pas malade, hein, il était normal, hein, français. Et aujourd'hui, je suis frappé, les gens vous mentent comme ça. C'est pas un problème. Concernant l'espace public humain, donc, dont vous parlez, il faut récupérer. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une émergence justement de tout ce qui est entreprise sociale. Et du coup, ça peut donner un peu d'espérance par rapport à cette récupération de l'espace public. Et d'un autre côté, il y a, on voit aussi avec un peu un regard un peu de désespoir aussi par rapport à l'évolution vers les numériques, donc notamment dans les grandes entreprises, et du coup la déshumanisation. Donc par rapport à ça, justement, comment concilier un peu les deux? Alors d'abord, c'est vrai que les signes d'espérance, c'est qu'entre l'entrepreneuriat social, le développement d'associations qui occupent des parts d'absence des autorités publiques dans certains cas. Il y a beaucoup d'endroits où les gens ont fini par pallier à Pôle emploi ou pallier à telle ou telle activité. Et je trouve ça pas plus mal qu'on aille vers un modèle là-dessus plus anglo-saxon, moins européen. C'est pas à l'État de prendre tout en charge. Je trouve ça parfaitement normal que la vie associative ait en charge toute une part de la vie publique, de la solidarité. Moi, je pense parfaitement normal. On devrait pouvoir consacrer toute une part de nos impôts, dédier une part de nos impôts à la vie associative, pour autant que ça soit des associations d'intérêt général qui ont une véritable fonction sociale, de solidarité, voilà. Et donc ça, c'est positif, ce lien et puis cette frontière entre l'entrepreneuriat social et la vie associative.
Je pense aussi qu'il faut que, et ça c'est plus difficile, la famille aussi se réinvestisse dans l'espace public, mais elle ne peut pas le faire seule. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des associations de familles, ou je ne sais pas trop quoi, une espèce de truc qui soit comme l'élargissement des familles. On n'a pas quelque chose comme ça. Et autrefois, dans beaucoup de cultures, dans les sociétés traditionnelles, la famille, tu savais où elle commençait, c'est-à-dire à toi, mais tu ne savais pas où elle finissait. Enfin, toi, c'était la moitié, le village entier était ta famille. Moi, je veux bien, on a des frères africains, quand ils rencontrent ta maman, ils l'appellent maman. C'est la famille. Nous, on est papa, maman, les enfants, et encore les autres, c'est des recomposés, quoi. Hein. Les autres, là, c'est pas des vrais pareils, quoi. Je sais pas comment. Il me semble là qu'il y a. La famille n'est pas une association au sens classique du terme, mais voilà, elle est capable de s'associer beaucoup d'autres membres que ses membres stricts. La famille, pour moi, est une tente à géométrie variable. Et que tant qu'elle ne redécouvre pas sa capacité de déploiement, tant qu'on ne l'y aide pas, tant qu'on ne lui en donne pas les moyens, il y a quelque chose qui ne s'opère pas dans l'espace public. Alors, le numérique, c'est complètement à double tranchant. C'est un outil extraordinairement qualitatif si on est ancré dans le réel, l'espace, le temps et l'authenticité. Et la recherche d'un respect de la dignité de la personne. En dehors de ça, c'est une catastrophe absolue. C'est simple. Parce que ça me dispense du temps, de l'espace, du respect de la réalité, de l'authenticité et de la dignité de la personne. Donc la question, elle va être... Et c'est pour ça que là, il me semble que les entreprises, mais elles y sont prêtes, hein, parce que les entreprises ne sont pas idiotes, donc elles ont parfaitement compris que sans les humains, elles sont mortes. Et donc il me semble que c'est aux entreprises, aux associations et aux familles aussi, à réfléchir ensemble aux conditions d'usage respectueuses de la personne humaine auxquelles il faut pouvoir développer le numérique. Il faut le développer, mais à des conditions particulières. Il faut devancer ces effets secondaires destructeurs pour l'individu et pour la vie sociale. Je pense qu'on n'est pas loin d'y arriver. J'étais avec un ami là aux États-Unis qui me disait mais que même les grandes boîtes américaines sont intéressées par ça, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas que des mangeurs d'argent et des gens qui veulent câbler tout le monde. Non, il y a aussi des gens qui se soucient de la dimension déshumanisante. Hein. La problématique des biotechnologies ou la problématique des robots, elle est quand même maintenant très très présente. Hein. Vous savez, on commence à réfléchir à la responsabilité légale du robot. Ben oui. Si vous confiez une partie des soins de la personne à un petit robot et que tout d'un coup il se rate et que votre grand-mère elle se tue en tombant, c'est pas l'infirmière, mais quelle responsabilité elle a? Qui a une responsabilité? Le fabricant du robot? Le gestionnaire du robot? Comment est-ce qu'on vérifie ses conditions d'usage? Enfin, il y a des vraies questions, on y est tout de suite. Voilà, donc ça veut dire que cette part de la délégation à la technologie de nos activités, de nos responsabilités humaines est une question qui est désormais là. Il y a quand même des entreprises qui ont choisi de proposer gratuitement la conservation des ovocytes pour que les femmes ne fassent pas leur famille tout de suite et qu'elles travaillent d'abord. C'est vrai, mais c'est la même chose, là encore, hein, même si certains sont encore à la fine pointe de la folie du progrès, on sait qu'aujourd'hui quand même, vous avez beaucoup de gens qui commencent à réfléchir au fait que d'avoir des stocks et des stocks d'embryons surnuméraires, par exemple, c'est problématique. Entre les ovocytes et les embryons surnuméraires, il n'y a qu'un pas. Donc voilà, tout doucement, les effets, parfaitement prévisibles d'ailleurs, hein, mais maintenant constatés négatifs de certains progrès, vous voyez, donc on est passé du principe de précaution au principe de rétroaction. C'est dommage, parce que l'anticipation éclairée aurait pu éviter ce genre d'erreur. Mais l'humain est comme ça. Tant qu'il n'a pas vérifié qu'il y a du jus dans la prise, il tente d'y mettre ses doigts. C'est infantile, c'est... Moi, j'avais un peu une question concomitante aux deux dernières. C'est cette notion de temps. Est-ce que vraiment nous allons avoir le temps de pouvoir recréer la res publica, de remettre l'humain au cœur de l'évolution de la planète ? Parce que quand même tout va très vite et on se rend compte que certains qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, on a entendu qu'il y avait 61 personnes qui détenaient les richesses de la planète aujourd'hui, alors qu'il y en avait il y a 6 ans 130 et beaucoup plus il y a des années en arrière. Donc il y a une concentration des richesses vers une minorité.
dont on ne sait pas quelle est la moralité de cette minorité. A priori, elle n'est pas du tout dans la bonté parce qu'elle redistribue pas, ou elle redistribue des fois de manière marketing, mais pas forcément pour le sens commun. Donc allons-nous avoir le temps, quand justement on voit la vitesse à laquelle la dégradation des emplois peuvent arriver, c'est pas pour rien que le débat du revenu universel arrive. Je pense qu'il y a toujours des points de régulation dans la société, mais moi, ma vraie question, parce que je suis au cœur quand même d'un système où je vois arriver tout ça, et ça fait très peur, est-ce qu'on va vraiment avoir le temps et la conscience de s'éveiller à dire le plus important, c'est quand même de conserver l'humain? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a clairement un système économique, financier, planétaire, avec son versant technologique, sa part d'économie de l'ombre qui marche très très bien, avec le terrorisme derrière. Ça, on ne va rien pouvoir changer, il ne faut pas rêver. Ensuite, précisément, d'autant plus qu'on ne va rien pouvoir changer à ça. Par contre, la question est où est-ce qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Je pense que c'est en ayant un discernement éclairé sur quelle est la part de la vitesse et de l'accélération auquel on peut précisément laisser la machine gérer cette problématique-là, donc ne pas chercher à courir plus vite que la machine. Quels sont les endroits, au contraire, où on va délibérément choisir de cesser de se servir de la machine, parce que l'accélération qu'elle induit pervertit complètement la modalité d'action qu'on veut opérer. Voilà, je pense qu'on va en être là. On n'est pas loin de ça. C'est s'apercevoir qu'il y a des domaines, et on est au tout début. On vient d'inventer le feu, et on est vraiment là-dedans. Alors que Internet, ça a 30 ans, au début d'Internet. Les gens, à mon avis, les quelques penseurs de l'époque avaient déjà tout dit, mais ils avaient tout dit, personne n'a rien écouté. Et de nouveau, tant qu'on ne se sera pas pris le mur, on n'aura pas compris qu'ils nous avaient prévenu qu'il y en avait, qu'on aurait pu les éviter, mais bon, laissons tomber tout ça. Tout a déjà été dit dans l'analyse de ça, par quelques prophètes, mais personne ne les écoute. Et donc la vraie question, elle va être maintenant, sur quoi est-ce qu'on peut, je vous dis, carrément déléguer à la machine parce que ça n'a pas d'intérêt comme tel, et puis à quel endroit on va choisir de mettre nos points de responsabilité. Quelle est la part où on n'arrivera pas à récupérer la responsabilité? La gestion de l'économie mondiale, on ne la récupérera pas. Les machines sont déjà en train de la gérer à notre place. Ça, c'est pas réversible. Voilà. Comment est-ce qu'ensuite, à l'intérieur de cette espèce de cybersystème-là, on va essayer d'aménager des espaces d'existence dont on va comprendre les cohérences et auxquels, vous voyez, et à l'intérieur desquels on sera capable de manière déterminée d'externaliser les machines? C'est ça la vraie question pour moi, elle est très concrète. Alors, c'est tout à fait nouveau comme problématique, ça peut paraître un peu de la science-fiction. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on parle en termes de science-fiction de choses qui ont déjà 10 ans. C'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. Comment vous dire ça? Matrix, on est dans le Moyen-Âge. Hein. Et donc, et là, je suis assez d'accord avec vous. D'autant plus, du coup, le retour au temps corporel, au temps de la relation, au temps d'autrui, que l'espace et la vie associative doivent permettre, doivent devenir la base d'existence. Ça sera même, d'ailleurs, les ressources de survie, si vous voulez. Voilà. On ne va pas manquer d'air, on ne va pas manquer d'eau. Par contre, ce qu'on va manquer, c'est de temps. Donc, il est absolument capital qu'on investisse dans ce débrayage, vous voyez, mais qu'on y investisse avec une vraie logique de guérilla. C'est-à-dire que moi, de temps en temps, quand je prépare des jeux de mariage, je leur ai dit, mais ça veut dire débrayer une fois par an, une semaine, un minimum, ça veut dire débrayer une fois par mois, un week-end, ça veut dire débrayer un soir par semaine, et ça veut dire débrayer 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, au minimum. Ça, c'est uniquement de la survie. Mais débrayer, c'est-à-dire tout couper, redescendre. Ça, c'est pour l'élite d'ailleurs. Hein. Je pense que pour la plupart, il y a besoin de facilement 1 heure le matin et 1 heure le soir si on ne veut pas devenir complètement fada. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas tout de suite brancher, regarder son téléphone, ça, les infos, le truc, le chose. Et le soir, c'est la même chose. Il y a une espèce d'écologie, mais on va y venir, ça. Hein. On a commencé à se soucier du réchauffement de la planète. Voilà. Au bout de combien de cervelles grillées on va s'occuper du réchauffement cybernétique des imaginaires? Ça va venir. Il suffit d'avoir quelques chiffres. Le jour où on aura quelques chiffres scientifiques qui vous montreront qu'un usage intensif d'Internet finit par rendre les gens psychiquement désorganisés, désordonnés. Voilà. Alors à ce moment-là, on commencera à... Pour reprendre un peu la question vers l'essentiel, est-ce que entre la famille, l'association et l'entreprise, c'est pas un rapport d'identité de ces trois pôles,
et un rapport d'ouverture à l'autre, donc à travers l'entreprise et l'association pour la famille, par exemple, à trouver son identité en elle-même, mais ne pas être en vase clos. Et pareil pour l'entreprise, est-ce que c'est pas le danger actuellement, comme il y a une crise dans chacun, de chercher seulement l'identité et perdre cette ouverture? Totalement d'accord. Et vous avez raison. Moi, j'aurais peut-être tendance à dire que, précisément, aujourd'hui, le défi, c'est qu'elles définissent leur identité par relation aux autres. Donc, en gros, c'est pour ça que je disais, je pense que l'association se comprend d'autant plus qu'elle voit ce qu'elle apporte à l'entreprise et à la famille. La famille se comprend d'autant mieux qu'elle voit qu'est-ce qu'elle apporte à l'entreprise et à l'association. Et vous voyez, donc c'est dans la relation, exactement comme humainement, il y a une part où j'ai à me comprendre par moi-même et une part où je ne me comprends que dans le dialogue et le vis-à-vis d'autrui. Je pense que là, c'est vrai pour ces communautés-là. Et que de nouveau, c'est là-dedans que doit se créer la communauté politique, hein, qui vraiment se sert de certains éléments de ces trois communautés, mais qui a un niveau supérieur. C'est celle que nous avons perdue, en tout cas, qu'il faut recréer. Et effectivement, je pense qu'il faut... l'entreprise a sa cohérence, la famille a sa cohérence, l'association a sa cohérence. Mais c'est capital qu'elle s'ouvre à la cohérence des autres. C'est pour ça que je suis persuadé, moi, qu'il faut que le monde de l'entreprise, par exemple, rencontre le monde de l'art. Notamment de l'art vivant. Parce que ce sont des associations. Une troupe de théâtre, c'est une association. Un orchestre, c'est une association. Voilà. Et je trouve que là, il y a une espèce de rencontre vis-à-vis de la famille, c'est la même chose. C'est très intéressant de faire se confronter la logique familiale et la logique entrepreneuriale. Je pense que là, il y a des choses à faire. Mais il faut que chacun descende un peu de son piédestal, et la famille de sa peur. Parce que la famille, elle n'est pas sur le piédestal, hein, mais plutôt dans la peur, dans l'humiliation un peu, de se demander si elle a le droit d'exister, et de sa précarité. Mais ensuite, ce qu'il faut, c'est que la vie associative et l'entreprise apprennent à se parler. Ça commence, c'est tout à fait nouveau, ça, mais quand même, on a fait beaucoup de progrès par rapport à il y a 20 ans. L'entreprise ne regarde plus de manière méprisante le monde associatif. Vous avez beaucoup de dirigeants qui ont créé des fondations ou des fonds de dotation et qui développent des associations. Donc vraiment, ça a bougé. Et les associations savent beaucoup d'entre elles ont compris maintenant qu'il faut qu'elles s'appliquent à un certain nombre des critères de rentabilité des entreprises si elles veulent faire les choses sérieuses et pas avoir simplement des gens bénévoles, généreux, aveugles et finalement irresponsables. Je voulais savoir un peu votre position par rapport aux mensonges, puisque tout à l'heure vous avez dit qu'effectivement il y avait du mensonge. On peut prendre que ce soit le cas qui date de la dernière guerre, où effectivement les Russes ont trafiqué les films vis-à-vis des camps d'extermination. Vous avez aussi sur les mensonges vis-à-vis de la guerre d'Irak. Vous avez les mensonges aujourd'hui sur le Parti socialiste et ses pourcentages. Vous avez des mensonges sur Donald Trump. Alors, effectivement, qu'il est à la place du mensonge. Mais aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure, quand on sait que Internet, c'est-à-dire ceux qui connaissent Internet, ce n'est que 10% de l'Internet, vous avez 90% qu'effectivement les gens ne connaissent pas sur Internet. Et c'est là où tout se passe. Et là-dessus, comment voulez-vous faire une régulation, une réglementation, alors qu'effectivement, de ce côté-là, c'est cet Internet qui permet effectivement des tas de choses. Alors, c'est un peu comme pour le système. De toute façon, le monde que nous avons choisi d'organiser ne repose pas sur la vérité, mais sur la vraisemblance. D'accord ? La logique du marketing, la logique commerciale, ne repose plus sur la confiance effective, mais sur la vraisemblance. Bon, c'est un fait. La vraisemblance permet tous les mensonges. Mais je ne vais pas m'attaquer à ça, je ne veux pas le changer. Là où la vérité se construit, c'est dans la relation à autrui, parce que seul quelqu'un qui est capable de me vérifier en vis-à-vis est capable d'évaluer la vérité de ce que je dis. Donc de nouveau, la vérité, elle se fabrique dans l'authenticité, elle se fabrique dans la relation familiale, dans la relation, dans la vie associative et dans la vie d'entreprise. Et je trouve que, globalement, le mensonge dans l'entreprise, ça ne marche plus très longtemps. Hein. Voilà. Aujourd'hui, on est obligé rapidement de voir les choses à jour. Ne serait-ce que parce que les salariés sont aussi informés que les dirigeants. Donc là, on a beaucoup bougé, si vous voulez. Et je trouve ça bien. Je trouve qu'il y a une espèce de... C'est pas de la transparence, hein, mais il y a une obligation à l'authenticité, à la vérité, dans ces espaces-là. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir passer de ces espaces-là pour rétablir un minimum de confiance sur une vérité partagée dans l'espace public. Ça, c'est une autre paire de manches. Je pense à l'école, par exemple. Les enfants n'ont pas confiance dans ce qu'on leur raconte. Problématique, hein. C'est très problématique, une génération entière qui n'écoute plus avec confiance
ce que leurs professeurs eux-mêmes, alors pas en mathématiques, mais je parle moi de l'histoire, de la géographie, oui, ce qui relève purement de la science. Ils y croient, le reste. Voilà. Leur confiance dans la génération d'au-dessus et sa capacité à dire la vérité est assez faible. Mais de nouveau, les jeunes générations sont en attente, pour le coup, d'une vérité vérifiable. Fais ce que tu dis ce que tu fais, et permets-moi de le comprendre. Bon, c'est là que ça se fabrique. Hein. On aurait pu prendre ça aussi, voir comment est-ce que chacun de ces trois espaces contribue à une forme de vérité. L'entreprise, je vous l'ai dit, par objectivation du travail, la famille par confrontation aux personnes, qui fait qu'on ne peut pas se raconter longtemps des histoires, et la vie associative, parce que précisément, on a le loisir, entre guillemets, voilà, de chercher à affiner les choses et à qualifier les choses au-delà de la rentabilité et indépendamment de la vie quotidienne. La vie associative, c'est la vie des loisirs au sens des Grecs. C'est là où on développe la vie contemplative, la vie de la connaissance gratuite. Le CNRS, c'est une association. Non, mais au bon sens. Hein. Le Collège de France aussi.